Dans le Saddhaka Sutta, le Bouddha dit « Si le Tathagata sait qu'une parole n'est pas vraie, pas véridique, pas profitable, pas plaisante et pas agréable aux autres, le Tathagata ne la dit pas. Si le Tathagata sait qu'une parole est vraie, véridique, mais qu'elle n'est pas profitable, pas plaisante, pas agréable aux autres, le Tathagata ne la dit pas. Si le Tathagata sait qu'une parole est vraie, véridique, profitable, mais qu'elle n'est pas plaisante ni agréable aux autres, le Tathagata sait à quel moment la dire. Si le Tathagata sait qu'une parole est vraie, véridique, mais qu'elle n'est pas profitable, bien qu'elle soit plaisante et agréable aux autres, le Tathagata ne la dit pas. Si le Tathagata sait qu'une parole est vraie, véridique, profitable, qu'elle est plaisante et agréable aux autres, le Tathagata sait à quel moment la dire. Dans ce sutta, le Tathagata, c'est le Bouddha lorsqu'il parle de lui à la troisième personne. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odyssée de la conscience. On va parler du silence et c'est assez drôle quand même d'utiliser la parole pour parler du silence. Et d'ores et déjà, je t'invite à l'expérimenter par toi-même si ça t'appelle pour pouvoir vraiment comprendre et saisir ce que je vais te dire parce que sinon ça va rester à un niveau intellectuel, analytique et mental et ça n'aura pas tant de valeur pour toi. Il y a quelques mois, j'étais en formation et en introduction, on était en binôme et on devait se présenter. Et la question était « Qui es-tu » J'ai pas réussi à répondre par des mots, je me suis trouvée incapable de décrire qui je suis, de le dire, d'en parler, peut-être parce que soit je ne le sais pas, soit je sais pas comment l'expliquer. Alors je suis restée en silence et j'ai laissé mon énergie et ma présence me décrire. Et je trouve que ce moment simple, c'est la plus grande preuve de la puissance du silence. Et si alors on ne l'a pas expérimenté par soi-même, on peut retrouver différents a priori ou différentes croyances par rapport au silence, soit que c'est une forme de déni du monde ou une fuite du monde. Pour d'autres, c'est inutile. Pour certains, c'est complètement impossible ou inenvisageable. Mais qu'est-ce que je vais faire en silence ? Qu'est-ce que je dois faire, justement ? On est tellement habitué à faire. D'ailleurs, je suis surprise, souvent on est surpris, en retraite en silence, parce que les personnes qui s'adaptent et s'acclimatent le mieux au silence sont celles qui se pensaient bavardes ou qui pensaient pas pouvoir accueillir ce silence ou traverser les plusieurs jours en silence de manière si agréable et si douce. Et petite précision pour établir les bases ici, le silence, ça veut pas dire se taire, ça veut pas dire le mutisme ou réprimer son expression libre, sa parole libre. C'est justement l'espace à partir duquel une parole juste et consciente peut émaner. Et je parle de parole juste en référence au sutta que j'ai lu en introduction parce que la parole est karmique. On va hériter du fruit de nos intentions, de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et donc dans ce podcast, j'ai envie qu'on revienne à la fois sur la notion de parole juste, mais aussi pourquoi et comment le silence peut nous aider à adopter une parole plus juste et consciente. Un autre exemple, si tu aimes beaucoup la musique, en musique, ce sont les temps de pause qui permettent d'apporter du rythme et de structurer un morceau.
Sans silence, il n'y aurait pas d'harmonie et on se retrouverait avec une succession de notes en flow ininterrompu. Donc le silence fait déjà partie de notre vie, mais peut-être qu'on ne l'identifie pas ou qu'on ne le comprend pas. Encore une fois, il faut le vivre pour sentir sa médecine et sa puissance. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de la parole juste et ça fait partie du noble sentier octuple ou de cette voie du milieu que nous a enseigné le Bouddha, parce que la parole juste constitue une partie importante du chemin. C'est l'un des préceptes fondamentaux, des 5 préceptes dans le bouddhisme et qui sont un peu une boussole du bien. Donc on a ce précepte de ne pas mentir ou médire, qui est quelque chose sur lequel on travaille quand on veut assainir notre cœur, notre conscience, notre corps et notre karma. Donc dans cet épisode, je vais revenir sur ces notions et je vais te partager ma vision, mes expériences du silence, en tant notamment que, entre guillemets, hypersensible. On va parler du silence ou de la parole juste et la perspective bouddhiste justement à ce sujet. On va parler de ce que le silence n'est pas aussi et pourquoi inviter plus de silence dans ta vie, en toi, comme un espace de paix. J'ai aussi identifié 4 niveaux de silence, donc je vais te partager ces 4 niveaux de silence et te proposer des pratiques simples pour te relier au silence ici et maintenant. Si à tout moment tu sens que c'est quelque chose que tu as vraiment envie d'expérimenter, je te mets un lien en description pour rejoindre les pauses silencieuses. Donc j'organise tous les mois une journée en silence avec des méditations guidées, des pratiques d'écriture intuitive. Ça va être amené à évoluer aussi, mais c'est un jour pendant lequel on fait une pause du téléphone, une détox digitale, un jeûne de la parole et on reporte notre attention vers l'intérieur. Il y a aussi des retraites en silence que j'organise qui durent 4 jours et c'est accessible à tout le monde. Je te laisserai aller voir en description si ça t'appelle. Ma première expérience d'un silence long dans le cadre d'une retraite qu'on appelle une retraite Vipassana, c'était pour moi en 2020 au Canada et en hiver. Et honnêtement, j'avais pas d'inquiétude. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était le fait de ne pas dîner le soir, pour être honnête. C'était pas nécessairement le silence ou le fait de méditer toute la journée. Au final, ce qui était le plus douloureux, entre guillemets, le plus inconfortable, ça a été les douleurs corporelles par rapport au fait de tenir des postures pendant des heures sans bouger avec la pratique d'Aditana. Bref, le sujet ici, c'est le silence. Donc ça a été ma première expérience du silence. Ensuite, pour valider mon diplôme d'instructeur en pleine conscience, je suis repartie 5 jours en silence avec mon mentor et ma communauté, de nouveau dans la nature, dans la forêt au Canada, et ça a été encore exceptionnel pour moi, une révélation. C'est comme si pendant ces 2 retraites-là, le mot qui m'est venu à la fin de la première, en tout cas, c'était purification. C'est comme s'il y avait une purification du corps, du cœur, de la conscience. Au niveau de la 2e retraite en silence, ça a été vraiment comme un retour à la maison. Et je me revois assise sur un gros rocher à regarder le ciel et me mettre à pleurer en me disant « mais waouh !» Je suis à la maison en fait. Donc il y a vraiment eu cette réunion avec un espace intérieur beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand et qui m'était très familier. Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, je me prépare à repartir 10 jours en silence et réexpérimenter ce silence. En dehors de ça, j'ai moi aussi organisé des retraites en silence de 4 jours, des retraites un peu plus courtes avec différentes propositions pour permettre à chacun, chacune de venir expérimenter le silence sans devoir partir à l'autre bout du monde ou sans devoir partir trop longtemps. Donc c'est un petit peu une entrée en matière du silence mais de manière profonde et encadrée. Qu'est-ce qu'on remarque quand on passe un temps long en silence ? Et quand je parle de silence, il y a différents niveaux de silence, j'y reviendrai, mais il y a aussi une différenciation entre passer 1, 2, 3 heures, 4 heures en silence au cours de sa journée, je pense que ça nous arrive un peu à tous finalement, et de passer plus de 3 jours en silence, parce que pendant les retraites, c'est au-delà des 3 jours que les choses commencent vraiment à bouger. C'est un peu comme quand on fait un jeûne, où au bout des 3 jours, on atteint un peu un palier intérieur. Moi, ce qui s'est passé, c'est que immédiatement, en reprenant la parole après le silence, je me suis rendu compte que quand on parle, même quand on parle beaucoup, on est épuisé. Parce que finalement, beaucoup de notre parole provient d'un espace de stress, d'agitation ou d'inconfort. Et je trouve aussi que quand on parle, puisque notre attention est concentrée peut-être sur la parole, notre effort est mis sur le fait de parler, de traduire une pensée, un phénomène mental, on se déconnecte de notre source intérieure à cet instant-là. Donc dans la parole, je trouve qu'il y a le masque du personnage qui vient se représenter plutôt que notre essence pure, et c'est pour ça que cette expérience où j'ai exprimé qui j'étais simplement par la présence, le silence et le langage énergétique, le langage du cœur, j'ai trouvé ça bien plus suffisant.
Et toi, dans ton expérience déjà au quotidien, tu peux voir à quel point peut-être parfois tu te forces à meubler un silence par la parole, par une conversation, et bien souvent on arrive à du blabla, de la médisance, pardon, du jugement, des opinions, de la solidification d'un personnage qui pense, qui sait, qui blablabla, et finalement ça nous déconnecte un petit peu de qui nous sommes. Et par contre la parole est vraiment un outil extraordinaire, on est bien d'accord, mais je trouve que si elle n'est pas utilisée avec conscience, avec justesse et d'un espace plutôt de paix intérieure et d'espace sain à l'intérieur, eh bien, elle vient créer une énergie et une cause qui va avoir des effets sur nous et sur le monde autour de nous. Donc, dans cet espace de silence, je trouve qu'on prend le temps, justement, plus pour peser nos mots et utiliser notre parole d'une meilleure manière. J'ai aussi, il y a quelques années, en pratiquant la pleine conscience et en supprimant l'alcool et la pilule, qui venaient vraiment un petit peu affecter, modifier mon état d'être et me déconnecter de moi-même, je me suis rendu compte donc que j'étais hypersensible et surtout hypersensible au bruit. Donc là, je vais parler du niveau de silence du monde extérieur. Je me suis rendu compte que vraiment le monde extérieur bruyant, quand je me retrouve aujourd'hui dans des espaces où il y a beaucoup de monde qui parle, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'agitation, il y a du vacarme, eh bien, je me sens pas hyper bien et donc j'ai compris rapidement que je devais vivre ou en tout cas m'offrir très régulièrement des capsules, des cocons de silence extérieur pour pouvoir m'apaiser, pour pouvoir revenir à moi-même. Ça veut pas dire qu'on force et qu'on vive constamment dans le silence, c'est impossible de toute façon, ce niveau de silence-là, il est complètement hors de contrôle. Simplement, je pense que c'est un peu comme tout, faut trouver son équilibre et sa zone de tolérance et moi parfois je sens que c'est trop et je dois vraiment quitter certains espaces parce que ça devient insupportable et l'idée c'est pas non plus de se faire souffrir davantage, d'apprendre à tolérer, d'agrandir sa zone de confort, mais aussi de retourner dans ces espaces de silence pour se ressourcer, se reconnecter à soi. À titre personnel aussi, avec ce niveau d'observation intérieure par la pratique de pleine conscience, je me vois souvent parler et je trouve que parfois je ferais mieux de me taire et parfois je trouve que la parole elle est vraiment inutile, elle n'est pas bien utilisée, elle traduit pas qui je suis. Je sais pas toi, mais parfois j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas vraiment en alignement avec ce que je ressens à l'intérieur ou même qui je suis en profondeur. Et je trouve que ça met un peu un filtre sur la vraie personnalité. Et donc, ce qui est important, je pense, c'est aussi dans les espaces de parole de trouver des espaces dans lesquels on peut être vraiment authentique, vraiment pouvoir exprimer sa vérité. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça a été aussi important pour moi de m'offrir ces espaces de silence pour aller jauger un petit peu, pour aller aussi regarder qu'est-ce qui émane inconsciemment, de manière spontanée, quand je suis mal à l'aise, quand je me sens en insécurité, voilà, qu'est-ce qui sort de ma bouche et pourquoi à ce moment-là j'arrive pas à garder le silence, qu'est-ce qui est inconfortable dans le silence, etc. Donc par cette approche-là, on peut aussi faire un grand travail d'introspection. Pour en revenir à la parole et aux conversations, je sais pas toi, mais moi je me retrouve souvent dans des conversations où c'est pas que je m'ennuie, mais voilà, je me sens pas trop concernée, j'ai l'impression que c'est pas du tout important, j'ai l'impression que soit on tourne autour du pot, soit on parle de sujets qui sont vides de sens en fait, et aujourd'hui je préfère rester silencieuse plutôt que d'avoir des conversations qui n'ont pas de sens, et de me rendre compte de ça, ça a aussi modifié mon art de vivre, les endroits dans lesquels je vais accepter de sortir ou de dépenser un petit peu mon énergie, et donc voilà, dans cette notion de je préfère rester en silence que de parler pour rien dire, et bien le silence est devenu vraiment un choix de cœur et un choix favori. Dans cette notion de nouveau aussi de parole juste, je trouve, encore une fois, je m'observe, je vois des élans de jugement, de plainte, de critique et à quel point ça peut être finalement des sources de violence pour soi et pour les autres. Et je m'intéresse en ce moment pas mal à la communication non violente avec Marshall Rosenberg et son livre notamment Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et je trouve qu'encore une fois, le fait de passer plus de temps en silence ou de peser sa parole, ça permet de discerner ce qui est bon ou pas à dire, et j'en reviens au sutta du départ. Est-ce que c'est vrai, véridique, profitable, agréable, et à quel moment, donc le Bouddha insiste, si c'est ok d'en parler, on sait à quel moment le dire. Et bien souvent, il n'y a pas cette petite voix intérieure ou cette conscience intérieure qui modère un petit peu, qui vient faire le médiateur entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui est émis dans le monde par la parole.
Et je trouve que dans ce travail de ce précepte de pas mentir ou médire, alors pour le coup, le mensonge, moi, c'est quelque chose qui me met hors de moi. Donc, je ne mens pas depuis petite, je ne comprends pas le mensonge. Donc, c'est pas quelque chose sur lesquels ça m'est difficile de travailler. Par contre, la médisance, je trouve que c'est un vrai sujet. On est tellement habitué à parler des autres, parler sur les autres. Et je nuance justement parler des autres et parler sur les autres. Et il y a vraiment cette notion de faire attention à ce qu'on dit parce que déjà, quand on juge ou critique les autres, on parle de nous-mêmes. C'est vraiment notre propre filtre et c'est ce à quoi ça vient faire référence à l'intérieur de nous. Donc on se parle à nous-mêmes, on parle de nous-mêmes. Et puis en plus, ça émet une énergie d'animosité, de colère, une énergie hyper négative dans l'univers. Et c'est quelque chose que, si on croit à la loi du karma de cause à effet, finalement la cause qu'on émet par la médisance, le jugement, la critique, eh bien on va se la reprendre dans la tronche parce que c'est la loi. Et donc par le silence, je trouve justement qu'on a ce temps de pause intérieur qui permet de filtrer, de garder un petit peu notre cœur et notre karma et de se dire là non, tu ne vas pas dire ça, tu ne vas pas nourrir cet élan intérieur parce qu'il y a une part en nous qui a envie en fait, qui se nourrit de ça, qui est un petit peu mauvaise et en fait l'idée c'est de dire bah ok t'es là mais je vais pas te laisser prendre le dessus parce que je sais que ça va m'impacter. Et notamment, Marshall Rosenberg, il dit « Notre langage nous empêche de voir clairement notre responsabilité personnelle. » Et je trouve que justement, en incluant plus de silence dans notre vie et cette modération de la parole, on peut reprendre responsabilité sur nos ressentis, sur nos états d'être, nos états d'âme, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur nos réactions et éviter de projeter, de blâmer, d'accuser, etc. Donc bien sûr, tout n'est pas parfait. Comme je le dis dans l'introduction, c'est un travail graduel, ascensionnel, mais c'est important, je pense, de remettre le sujet au goût du jour et qu'on explore et expérimente le silence ou pas, en tout cas de regarder un petit peu notre manière de parler. Est-ce que notre parole est juste? Est-ce qu'elle est posée? Est-ce qu'elle est sage? Est-ce qu'elle est vraie? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est hors de contrôle? Et dans ce cas-là, guidé par un inconscient blessé, un peu tourmenté, par nos psychoses, et voilà, par quelque chose qui n'est pas encore assaini et nettoyé. Donc on se rappelle finalement que parler, c'est comme c'est émettre des prières, parce que quand on prie, on parle. Et donc parler, c'est émettre une prière, c'est émettre une affirmation, une confirmation. Donc quand on parle aussi, on peut regarder, je vais un peu plus loin, mais notre dialogue sur nous-mêmes. Ah, je suis nulle, ah, je suis con, je rate toujours. Comment est-ce qu'on parle de nous-mêmes en fait? Notre manière de parler de nous-mêmes, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on va devenir parce qu'on va se le programmer. Donc en ça aussi, par la parole ou par le silence, justement, le jeûne de la parole, donc là je suis à ce niveau de silence-là, qui est celui de la parole, du son, du bruit, eh bien on peut aussi aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on peut aussi aller incarner, projeter une autre version de nous, et qui soit, si possible, bonne et douce pour nous, et pas justement dans l'auto-jugement, l'auto-sabotage, qui n'est que nourri par une parole qui n'est pas encore juste. Et je dirais aussi de nouveau que parfois, je me sens limitée par la parole, par les mots, même si ils sont extraordinaires, je parle couramment 3 langues, j'apprends le thaïlandais, vraiment, le langage, c'est quelque chose qui m'appelle parce que ça me permet de voyager, ça me permet d'aller à la rencontre, ça me permet de communiquer. Simplement, je trouve que parfois, et encore une fois, c'est à nuancer, bien sûr, on a besoin de parler, de communiquer, du langage, etc. Mais parfois, le silence communique beaucoup plus profondément. On peut le voir quand on voyage justement à l'étranger, que des regards suffisent, tendre une main, toucher une main suffisent, un geste, une énergie, une présence est bien suffisante. Et je trouve qu'à certains moments, les mots ont vraiment des limites et nous conditionnent. Et il m'est arrivé aussi une fois de communiquer avec mes guides spirituels. Et en fait, je leur demandais des réponses par des mots, par le langage, en français ou en anglais, c'est ce qui me vient en général. Et ils m'ont dit, mais Léa, on parle pas ta langue, on parle le langage de la vibration, de la fréquence, on parle un langage énergétique. Et donc j'ai compris que pour communiquer avec les mondes célestes, subtils, invisibles, c'était pas nécessairement que par la parole, mais ce qui communiquait le plus, c'était la vibration qui émanait du cœur. C'était le langage du cœur, le langage de l'énergie. Et donc, en ce sens, on croit que communiquer, c'est parler. Et bien, en fait, non, il y a une autre forme de communication. Et c'est ça qui ressort aussi en retraite silencieuse, dans les retraites que j'organise, c'est waouh, comment on arrive à s'harmoniser, se synchroniser tous ensemble, en collectivité, sans parler, simplement en se comprenant par la présence, par le regard, par le langage du cœur. Et je trouve ça magnifique.
Et donc j'en viens à cette conclusion, entre guillemets, qui est de savoir jauger. Parfois la parole, si elle n'est pas juste et vraie, il vaut mieux s'abstenir et être en silence. Et alors aussi, de l'espace de silence cultivé en soi, eh bien on peut aussi avoir une parole qui soit une transmission, une parole qui soit sage, une parole qui soit inspirante. Quelques mots suffisent, on n'est pas obligé d'en rajouter des caisses. Voilà, une parole consciente, via l'expérimentation et l'intégration du silence dans notre vie et dans notre quotidien. Donc si on parle du silence, de la parole, je voudrais aussi revenir sur ce que le silence n'est pas. Et je pense que ça devient clair, le silence, c'est pas une absence de communication, c'est une autre forme de langage. C'est le langage du cœur, de l'énergie, de la présence, de la vibration. Le silence aussi, et ça je le vois sur les réseaux sociaux, t'as pas besoin de te retirer en silence, t'es en train de fuir le monde, etc. Je suis désolée, mais moi j'ai l'impression quand même qu'en silence, je me retrouve face à moi-même. Et puisque le monde extérieur émane de mon monde intérieur, quand je coupe la parole, quand je peux plus le dire, quand je peux plus l'affirmer, quand je peux plus l'exprimer, il me reste juste moi et mon monde intérieur. Donc c'est pas du tout une fuite ou un déni, justement, et ça peut être très inconfortable pour beaucoup de personnes, c'est un espace rempli de révélation, d'intuition, de sagesse, de vérité, de compréhension et d'introspection. Parce que dans ce silence, finalement, quand on ne peut pas le dire, le parler, il reste simplement à le sentir, à le capter, et là, on entre dans une profondeur qui est vraiment autre, on entre dans une expression de notre être qui est sans commentaire, sans masque, sans interprétation, sans personnage, bien que le mental soit encore là, et c'est pour ça que je veux revenir sur les niveaux de silence, c'est pas parce qu'on éteint la parole, qu'on fait une pause de la parole, qu'on fait une pause de la parole intérieure et de la parole du mental. Simplement, en mettant en pause la parole, on peut mieux entendre ce qui se passe, ce qui se dit à l'intérieur, et on peut mieux aller peut-être introspecter, comprendre, aller à la racine des choses, et ainsi peut-être se guérir, se réparer, et aller de plus en plus vers qui nous sommes vraiment. D'ailleurs, Jon Kabat-Zinn dit « Lorsqu'on commence à s'ouvrir au calme et au silence, on est stupéfait d'entendre uniquement ses propres pensées, qui peuvent être plus bruyantes, plus dérangeantes, plus distrayantes que tout bruit extérieur. » Donc, le silence, c'est un espace d'ouverture et d'authenticité, d'honnêteté, de sincérité envers soi-même, parce que dans le monde, quand on est occupé à parler ou être abasourdi par le bruit extérieur, on est peut-être complètement perdu et absorbé par ses pensées. Donc il n'y a pas ce recul pour les entendre. Quand on fait le jeûne de la parole, on met la parole en pause, peut-être éventuellement le monde autour en pause aussi, et bien là, il reste quoi ? Il reste que notre voix intérieure. Et c'est là qu'on peut aller regarder du coup, et c'est là que c'est intéressant. Dans certaines traditions aussi, mon partenaire en parle beaucoup, il parle du parleur de malheur, et donc c'est ce mental, cet intellect qui ne fait que parler. D'ailleurs, à l'opposition, parce que quand on pose la parole, donc il y a le mental qui continue de parler, mais quand on regarde finalement le corps il parle pas. Le corps, il est silencieux. C'est l'esprit qui parle, c'est le mental qui parle, c'est le monde autour. Donc le silence permet aussi d'aller entendre, écouter, revenir à la source des choses, entendre peut-être les messages des ressentis. Mais quand on parle de ressenti, c'est un ressenti qui n'est pas un commentaire, qui n'est pas une analyse, qui n'est pas un jugement. Et on se perd, en fait, la ligne est fine entre les deux parce que le mental vient rapidement intervenir, juger, catégoriser, conditionner. Si on arrive à ce palier de silence qui est l'un des niveaux de silence, eh bien là on peut vraiment entendre les voix profondes qui sont là à l'intérieur, mais c'est pas des voix qui parlent, c'est pas des voix qui mettent des mots, c'est des voix de ressenti, des voix énergétiques. Et moi personnellement en fait j'ai pas ce problème d'être face à moi-même et d'entendre et de regarder l'intérieur depuis toujours en fait, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et quand on arrive à cet espace où on dépasse un petit peu le blabla du mental, qui est cet autre niveau, eh bien, on se trouve dans un espace qui est un refuge, dans lequel on peut se recharger pour encore mieux être dans le monde. L'idée, encore une fois, c'est pas d'être dans le déni, mais c'est d'être confortable dans le monde tel qu'il est, qu'il soit chaotique ou paisible, chaotique ou calme, eh bien, l'idée, c'est de trouver cette stabilité intérieure, ce silence stable intérieur qui nous permette
d'être, d'intervenir, d'interagir, d'incarner dans le monde sans être balayé, sans avoir une personnalité qui est influencée par ce qui se passe autour et vraiment de trouver cette sécurité, cette solidité intérieure. Et moi, je l'ai vraiment trouvé dans le silence, la solitude, dans ces espaces d'introspection. Et c'est ce qui a forgé en moi ce refuge intérieur, cette sécurité intérieure que je transporte avec moi partout, comme ce paradis portable, comme cet ancrage portable qui est là, dans le cœur, dans le silence intérieur, et toujours omniprésent partout où je vais. Mais bien sûr, comme rien n'est parfait, comme on n'est pas encore arrivé, je parle du chemin, il y a la conscience que c'est là, on connaît le chemin retour vers ça, mais c'est pas tout le temps le cas, donc ça demande de l'entraînement au quotidien. C'est pour ça que tous les matins, je me lève et je passe 1 heure en silence, voire plus au cours de la journée, mais minimum 1 heure en silence, et je vais retrouver, remettre au goût du jour ce refuge et laisser de l'espace pour cet espace à l'intérieur de moi, pour qu'il puisse venir guider mes pas, guider mes paroles, guider mes actions, guider mes intuitions, et que je puisse avancer de manière cohérente et alignée dans ma vie, prendre des décisions avec lesquelles je suis confortable, savoir lire les synchronicités de la vie, savoir lire la guidance de la vie, les messages, et pleinement incarner, en tout cas en chemin pour incarner l'être profond intérieur qui a envie de s'exprimer et qui, quand il y a trop de bruit, trop de brouhaha par le monde extérieur, la parole du mental, eh bien est complètement réprimé, enfermé et enfoui à l'intérieur. Donc ce silence, en tout cas pour moi au quotidien, ça me permet de laisser de plus en plus de place, de manière graduelle, à l'être profond intérieur pour que l'être profond ou l'âme, si on veut, puisse pleinement prendre sa place et venir expérimenter ce qu'elle a expérimenté dans cet être humain et dans cette vie. Donc le silence finalement dans ce monde, c'est un luxe, mais c'est aussi, je dirais, j'appelle ça le silence comme voie de sagesse et voie du sentir. Parce que, encore une fois, si on ne peut pas le dire, on ne peut que le sentir, on ne peut que le ressentir, on ne peut que l'expérimenter, le vivre par soi-même. Et de cet espace, on peut devenir sage. Sage de nos expériences, sage par l'observation de la nature des choses, la nature en permanence. On peut devenir sage dans le fait de modérer un petit peu et ajuster un petit peu comment on inscrit notre énergie, notre signature dans le monde par la parole, par les actes, par les décisions. Et donc, en fait, c'est vraiment une source pour moi de sagesse, de sentir et de pleine expression, finalement, une meilleure expression de soi. Et ce qui est drôle, et quand mon mentor a partagé ça aussi, ça m'a un peu transcendé. Il nous a dit que par exemple, je vais revenir au mental qui parle, et il nous a dit que quand le mental rumine, donc quand on est bloqué dans des cycles de rumination, on retourne un sujet dans tous les sens, oui mais pourquoi, et si, c'est lui, blabla, il faut qu'il fasse ci, blablabla, eh bien c'est que inconsciemment on va se leurrer, on va un peu se détourner du vrai sujet qui est un ressenti profond tellement inconfortable qu'on préfère en parler plutôt que d'aller le sentir. Je sais pas si tu vois, en fait globalement c'est une diversion, le mental fait diversion par le blablabla mental, le vacarme, pour que tu n'ailles pas ressentir dans tes profondeurs ce qui est inconfortable au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Et donc, ça fait barrière pour t'empêcher d'aller ressentir, pour te protéger, évidemment. Simplement, il y a quelque chose de silencieux à l'intérieur de toi qui n'est pas écouté parce qu'il y a trop de bruit dans le mental ou dans la parole ou dans le monde extérieur. Donc faire silence, en tout cas ce processus de silence et d'aller aider aussi le mental à se concentrer pour cesser un petit peu ou réduire un petit peu son blabla et son vacarme, eh bien ça va permettre d'aller entendre et être à l'écoute de ce qui se passe plus dans nos profondeurs parce que c'est de l'ordre du ressenti, ça ne parle pas, encore une fois le corps ne parle pas, le corps ne dit pas j'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal, c'est le mental qui le dit, c'est pas le corps, c'est pas nos ressentis. Donc tout ça, ça a une voix qui n'est pas une parole commune, c'est un langage complètement différent et on est tellement déconnecté de ce langage que finalement on n'arrive plus trop à sentir, on est désensibilisé. Simplement, l'objectif, en tout cas la beauté du silence, c'est de nous permettre d'aller dans ces profondeurs, d'aller ressentir, sentir dans les tréfonds et voir vraiment ce qui se passe à la racine et à la source des choses. Donc finalement, ce silence, c'est pas un vide, en fait c'est un plein d'espace qui vient révéler les choses, qui vient libérer les choses et qui vient nous guider.
Donc j'ai, par les expériences et puis mes études avec le bouddhisme et les enseignements du Bouddha, j'ai observé 4 niveaux de silence. Je vais aller au premier, au plus simple, c'est le silence du monde. Donc celui-là, ce premier silence, il est un peu hors de contrôle, entre guillemets. Soit on décide de s'isoler dans un espace conçu et préparé pour que le monde autour soit en silence. Dans ce cas-là, on part dans une retraite silencieuse justement parce que tout est fait favorable pour qu'il n'y ait pas de bruit autour. En général, on va être dans la nature. Simplement, c'est irréaliste sur le long terme et au quotidien parce que on peut pas contrôler les bruits extérieurs. Par exemple, même si moi je vis par exemple dans les montagnes, dans la nature, il y a très peu de bruit, mais parfois il y a des travaux, il y a des voitures qui passent, voilà, il y a plein de choses qui sont hors de contrôle. Donc l'idée, c'est de choisir peut-être des moments dans lesquels on va se dire bah là je vais aller plus loin dans le fait de faire le silence autour de moi et donc je vais aller m'isoler ou choisir un espace dans lequel c'est plus propice à ce silence. Et donc c'est le premier palier parce que celui-là il est assez superficiel finalement, on peut le décider oui et non. Et ça nous mène au deuxième palier qui est de commencer à aller faire silence et trouver l'espace de silence ailleurs que dans le monde extérieur parce que, encore une fois, c'est pas possible de le forcer. Et c'est pas non plus le but parce qu'on cherche encore une fois à être à l'aise, confortable et libre dans le monde. Et donc l'idée c'est de se préparer, de s'équiper au mieux pour pouvoir naviguer ce monde de manière la plus paisible et la plus sereine possible. D'ailleurs, je partageais dans un autre épisode un moment où j'étais au Mexique et que j'étais en train de méditer, très affectée par le bruit des travaux, de la route autour. J'en devenais un petit peu dingue et je suis allée chercher le silence à l'intérieur de moi. Et de cet espace de silence intérieur, j'ai pu aller désamorcer la sensibilité, la réaction inappropriée et démesurée par rapport au bruit à l'extérieur. Donc là, je t'invite à comprendre que 1, le silence du monde, et 2, le deuxième palier, c'est d'aller chercher le silence à l'intérieur de soi. Et donc ce deuxième niveau de silence, c'est le silence de la parole. On peut appeler ça une pause de la parole, un jeûne de la parole. L'idée, c'est pourquoi on est en silence dans les retraites, notamment en Vipassana bouddhiste, c'est parce que la parole est karmique. Et donc, si on coupe la parole, on se réfrène et on s'empêche d'aller créer du karma négatif par le fait de mentir, de médire, d'avoir une parole qui n'est pas véritable, véridique, profitable, agréable, etc. Donc c'est simplement pour éviter d'aller créer un karma négatif. Donc ce silence de la parole, ça, toi dans ta vie, ça peut être simplement ne pas parler, créer un espace dans lequel tu ne parles pas et ça va te permettre de passer ce premier palier de silence qui nous protège de la parole non juste ou non pure et qui nous protège donc de la création d'un nouveau karma négatif dont nous serions les premières victimes. Ce deuxième niveau de silence, silence de la parole, pourrait être relié au premier entraînement dans le bouddhisme qui est l'entraînement en moralité. Ce deuxième palier de silence qui est, dans ce cas-là, dans notre contrôle, entre guillemets, plus que le silence du monde extérieur, nous mène vers le troisième niveau de silence qui est le silence de la pensée. Et là, tu vas me dire, ouais, mais comment je fais taire mon esprit ? Ok, il y a toute une confusion sur la pratique de méditation qui consisterait à taire son esprit, à taire ses pensées. C'est pas possible. Parce que pourquoi ? Dans le bouddhisme, c'est très clair, tu n'es pas l'esprit n'est pas toi, l'esprit n'est pas à toi. Si l'esprit était toi, tu pourrais lui dire « tais-toi », il se tairait. Non, l'esprit ne nous écoute pas parce que nous ne sommes pas l'esprit et il n'est pas à nous, nous ne sommes pas aux commandes de l'esprit. Mais il y a des techniques, des méthodes, des pratiques de méditation qui permettent d'aller progressivement, graduellement, apaiser le mental qui parle, qui blablate constamment, pour le mener vers un point de concentration assez simple et assez minime par rapport à son activité agitée quotidienne et qui permettrait justement d'accéder à un autre niveau de silence. Par rapport à l'entraînement triple du bouddhisme, on est à la phase de la concentration. Et quelle est la pratique justement pour atteindre ce niveau de concentration et de calme ? C'est la pratique qu'on appelle samatha. Donc on va venir aider l'esprit à se calmer, donc on peut pas... En fait, c'est comme si, imaginez que votre esprit, c'est un animal de compagnie. On va prendre un chien, par exemple. Un chien, il est agité, il veut jouer, etc. Mais quand on lui donne un nonos, quand on lui donne un jouet, il va se concentrer sur son jouet et il va nous foutre un petit peu la paix.
Et ben on imagine que l'esprit, c'est ça, on va lui donner un petit nonos pour qu'il puisse se concentrer sur son nonos, et de cet espace-là, on va pouvoir accéder à un autre niveau de silence, et ça ne veut pas dire que l'esprit, le mental va complètement se taire, ou qu'il n'y aura plus de pensée, ou aucune activité. Éventuellement, ça peut arriver si on est très expérimenté dans cette pratique, mais donc au lieu de courir partout et de s'agiter, le chien par exemple va se concentrer sur un objet. Donc la pratique de samatha, c'est de choisir un objet que notre esprit apprécie. Pour moi, c'est chanter un mantra, le mantra Buddho, qui veut dire l'éveiller, qui veut dire réveille-toi. Et du coup, dans ma pratique tous les jours, j'entraîne mon esprit à aller manger son nonos, à aller se poser sur un objet plutôt agréable, qu'il aime bien. Ça peut être aussi le souffle, ça peut être un mouvement répétitif du corps, ça peut être quand on est dans un état de flow aussi, enfin tout ce qui est un mouvement un petit peu répétitif, stable, rythmé, qui permet à l'esprit de se concentrer, de se poser dessus, sera considéré comme une pratique de samatha. Et donc par cette pratique, encore une fois, je peux t'en parler, mais c'est à toi de l'expérimenter. On le fait d'ailleurs dans les pauses silencieuses notamment, on travaille avec cet objet. Eh bien, l'esprit, par lui-même, éventuellement, va aller se poser sur son objet de concentration et il va rester avec une pensée simple. Je dis ça parce que, par exemple, chanter un mantra dans sa tête, c'est simplement une alternative à la pensée. Quand on récite un mantra dans son esprit, en fait, c'est comme si on pensait. Donc on vient simplement choisir une autre pensée qui soit simple, neutre, répétitive, et donc au lieu d'aller s'agiter, d'aller penser, d'aller tourner autour du pot, d'aller ruminer, blablabla, l'esprit va progressivement et naturellement se concentrer sur une pensée simple, et il va se centrer et donc se concentrer pour laisser l'espace à un autre espace de silence, à un espace de silence entre les mouvements de l'esprit, et comme si c'était ce ciel bleu vaste derrière les mouvements, derrière les nuages de pensées et de phénomènes mentaux. De cet espace de concentration de l'esprit sur un objet unique, simple et neutre, eh bien, va apparaître un état d'esprit qui s'appelle le samadhi, qui est l'observateur stable. Et cet observateur stable, il est silencieux. Donc on en vient au 4e et dernier niveau de silence, qui est le silence de la conscience pure. Donc là, on accède à un niveau totalement différent où le personnage qui souffre parce que le personnage est constamment absorbé dans ses pensées, dans ses croyances, dans ses désirs, dans ses colères, dans ce qu'il veut pas, etc. Et là, on vient créer cet espace, on vient, comme dit mon mentor, on vient déloger la conscience pure d'observateur, la conscience pure observatrice, qui elle est complètement silencieuse. Et c'est en ça que moi je parle du silence, si on va plus profondément. Le silence, c'est le silence de la conscience pure qui est notre nature originelle. Et quand je parle du silence, c'est d'aller accéder, même si c'est une microseconde, même si ça n'arrive pas encore, même si ça prend du temps, c'est en tout cas d'emprunter ce chemin qui nous permet d'aller accéder à la conscience pure qui, elle, est complètement silencieuse. Et tout ce qui n'est pas cette conscience pure est agitation, est blabla, est interprétation, est analyse, est conditionnement. Et tout ça, c'est un gros paquet de souffrance à laquelle on est identifié au quotidien. Donc pourquoi le silence est important ? Parce qu'en se désidentifiant de ce gros paquet de blabla et de souffrance, eh bien on accède à un état beaucoup plus paisible, désidentifié, non attaché même, et stable. Donc cette 4e phase du silence, le silence de la conscience, peut faire référence au 3e entraînement dans le bouddhisme, qui est l'entraînement en sagesse, panya. De cet espace-là, on peut entendre quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'a pas de mots, qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, et quelque chose qui est tellement pur, qui est tellement grand et vaste. C'est une sensation à laquelle j'ai pu me connecter dans des microsecondes, des micro-moments. Bien sûr, c'est pas là tout le temps, ça demande vraiment de marcher le chemin et de s'entraîner pendant longtemps, mais ce silence-là, c'est juste de la paix, de la pure paix. Dans cet espace-là, tout est fertile, tout est possible, c'est un champ infini, c'est un détachement qui est vraiment libérateur. Voilà, c'est très libérateur cet espace. Et quand on touche du doigt ce silence de la conscience, on touche à quelque chose que j'appelle l'imperturbable, quelque chose qui n'est pas perturbé par les pensées, les émotions,
les douleurs dans le corps, le bruit extérieur, les actions des autres, qui est complètement non perturbable par tout ce qui se passe aussi bien dans l'être qu'à l'extérieur de l'être. Et donc on imagine juste si, pendant un instant, dans notre journée ou quelques moments ici et là, nous n'étions pas perturbés par tout ce qui se passait à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Ben là, c'est la paix, tout simplement la paix. Donc en fait, le silence, c'est quoi ? C'est un chemin qui nous fait passer par différentes étapes pour, en profondeur, aller à la paix intérieure. Et je dis pas ça de manière utopique ou complètement perchée. Je sens que c'est possible, je sens que c'est un chemin qu'on peut tous emprunter. Simplement, ça demande une forme de dévotion, une forme d'entraînement, une forme aussi d'expérimentation par soi-même. Ça demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de résilience, de persévérance. Ça demande toutes ces qualités de cœur finalement qui font de nous des êtres humains ordinaires mais qu'on a aussi perdus. Donc voilà, je pense qu'à l'issue de cet épisode, tu commences à comprendre pourquoi on se retire en silence. On ne cherche pas à fuir le monde, mais à le vivre pleinement. On cherche à se vivre pleinement. Et donc, en effet, c'est pas une zone de confort, de déni, mais c'est une zone d'expérimentation. C'est un laboratoire, mais dont l'essence, en fait, est simplement la paix, l'amour, la compassion et la libération. Et de cet espace-là, la parole devient juste, la parole devient prière puissante, la parole devient transmission, enseignement. On peut le voir chez les sages. Déjà, les sages, ils sont très souvent en silence et souvent, ils vont dire 2-3 mots et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en dire des caisses. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « L'enseignement le plus pur est transmis en silence ». Ben là, c'est toute l'essence en fait du silence. C'est la pureté, c'est la puissance, c'est l'originalité, c'est la vérité, c'est le langage du cœur. Et c'est finalement un langage qui est désintéressé par les quêtes, les poursuites, l'avidité, l'ego, le personnage, qui lui cherche à être dans le monde, à réussir, à avoir plus d'argent, plus de ci, plus de ça. L'espace de silence à l'intérieur de nous ne cherche pas à avoir ou à faire. L'espace à l'intérieur de nous de silence, il est. Donc là, on est dans la sphère de l'être, de l'état d'être intérieur, et pas dans le faire ou dans l'avoir. Simplement de cet espace-là, justement, qui se purifie, qui s'ajuste, qui se remet à l'endroit, eh bien nos actions, nos paroles, nos décisions, notre faire, entre guillemets, ça a vraiment une dimension complètement différente. Et là ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que toute notre réalité, en fait, elle peut changer. Et donc le silence, c'est une source de transformation personnelle. C'est aussi un chemin de transformation, d'élévation, de révélation personnelle qui, pour moi, est très doux. J'aime les pratiques douces, j'aime les pratiques non invasives, j'aime les pratiques qui nous approchent vraiment avec compassion, qui nous approchent avec patience. Je ne cherche pas des pratiques immédiates, extraordinaires, qui sont explosives, Je suis plus dans les pratiques yin, j'ai une énergie plutôt yin, et donc je trouve que le silence est très yin, le silence est très féminin aussi comme énergie. Et le silence nous fait travailler, mais dans des subtilités par lesquelles on ne peut pas aller travailler si on est trop dans le faire et dans l'intensité, en fait. Voilà. Le silence, c'est à l'opposé. C'est une forme d'intensité, mais qui est très, très douce, très, très calme, mais très, très, très subtile et qui vient nous changer de l'intérieur, de nos tréfonds, de nos profondeurs les plus enfouies et qui vient vraiment nous transformer dans notre être et dans notre vie à l'extérieur. Donc comment on pratique le silence de manière simple, ici et maintenant, au quotidien, sans avoir besoin de faire silence du monde extérieur et du bruit extérieur et de partir en retraite par exemple ? Eh bien, on peut prendre même 5 minutes, 5, 10, 20 minutes par jour en silence, silence de la parole. Et si la méditation n'est pas notre pratique, alors si c'est ta pratique, je t'invite à pratiquer samatha, bien sûr, à concentrer, aider ton esprit, inviter ton esprit à se concentrer sur un objet, ou bien simplement tu bois ton thé, ton café en silence et tu contemples ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ton souffle, le corps qui bouge, qui va boire le café, la sensation de boire le café, et simplement on se laisse prendre par ces capteurs, par le sensoriel, et on ne cherche pas à
à aller plus loin, à faire autre chose. Simplement, on est là avec les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est une première pratique et c'est accessible à tout le monde. Ça peut même être fait dans le métro. Simplement, dans le métro, par exemple, ou dans les transports en commun, ou même dans sa voiture, on peut être simplement en silence. On peut ne pas mettre de musique, ne pas mettre d'écouteurs et simplement être assis là en train de respirer en silence pendant 5 à 10 minutes. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et tu vas voir que retirer le besoin d'être constamment distrait ou coupé du monde, justement, eh bien, c'est assez libérateur parce que finalement, on est constamment en train de chercher une distraction ou quelque chose pour nous éviter d'être face à nous-mêmes. Et là, on est simplement face à nous-mêmes et il n'y a rien d'autre à faire. En fait, il y a juste à être. Autre chose que tu peux faire, et tu peux le faire ici et maintenant, c'est choisir un objet autour de toi. Je ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Peu importe, ça peut être une chaise, un tableau. Regarde ton téléphone, tiens, peut-être, si tu l'as avec toi. Et simplement, écoute le silence de l'objet. Donc là, simplement, tu regardes l'objet, tu vois qu'il ne fait pas de bruit. Donc tu peux te relier au silence de quelque chose qui est là. Moi, par exemple, j'ai la table face à moi. La table, elle est en silence, en fait, elle ne parle pas. Il n'y a pas de bruit qui émane de la table, d'accord ? Donc on peut connecter au silence de quelque chose aussi via la connexion au silence de quelque chose à l'extérieur de nous. Si on revient au silence à l'intérieur, tu peux aussi le faire maintenant. Écoute le silence dans ta bouche. Là, si simplement tu as la bouche fermée, tu observes cet espace à l'intérieur, entre la langue et le palais. Écoute le silence à cet endroit. Tu peux aussi écouter le silence dans ton ventre, sauf s'il gargouille, ça peut faire un petit peu de bruit, mais le reste est silencieux. Donc tu peux aussi à l'intérieur de toi trouver un espace, tu peux regarder, ta main et regarder le silence de la main. Donc on peut aussi utiliser le corps, on peut utiliser l'intérieur du corps pour aller rencontrer le silence. Les autres manières d'aller rencontrer le silence, c'est d'aller dans des espaces où le silence est mis au goût du jour, où il est favorisé, où il est privilégié. Dans ce cas-là, je te réitère, si tu as envie de participer à une pause silencieuse ou même à une retraite sur plusieurs jours, je te mets le lien, tu peux t'inscrire pour recevoir les infos et tu peux même t'inscrire pour rejoindre la prochaine pause silencieuse qui est une mini-retraite en silence à la journée du confort de ta maison. Donc on se retrouve sur Zoom pour méditer, pour pratiquer et tu n'as pas à aller nulle part ailleurs que à l'intérieur de toi, dans ton silence intérieur et dans ton cocon personnel. Tu peux aussi très bien, de manière autonome, te prévoir un jour ou une demi-journée où tu coupes le téléphone, tu préviens tes proches et tu prépares peut-être des pratiques ou quelque chose que tu as envie de faire, lire un livre, aller marcher en nature et te créer tes propres petites pauses silencieuses à toi. Dans ces espaces de silence, et tu le verras pour toi-même, c'est un espace d'accueil, de réceptivité. Je parlais d'énergie yin, d'énergie féminine. C'est une énergie vraiment d'accueil, c'est une énergie d'ouverture et sache que moi, en méditant tous les jours, tous les matins, j'ai toutes mes intuitions, toutes mes guidances qui m'arrivent en pratique, en méditation, en silence. J'ai mes directions qui sont là, tout est clair. Quand je dois agir, c'est très très clair. J'ai des idées, j'ai ma créativité qui se déploie, qui se développe. Et en fait, ça a une influence sur bien plus d'aspects de notre vie qu'on croit. Ça vient vraiment, comme je disais, de manière subtile, transformer le terrain intérieur, transformer l'être et de cet espace-là, on vient vraiment s'aligner, s'ajuster et se mettre en harmonie en fait avec notre nature intérieure, avec les lois de la nature, avec l'univers. Il y a vraiment une harmonisation qui se fait et tout ça, ça se fait vraiment, vraiment, vraiment en silence. Et une dernière chose que tu peux faire aussi, c'est inclure ces espaces de pause silencieuse dans ton quotidien, dans tes actions, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir de toi, une parole, ou tu sens que ça part d'un espace d'animosité, peut-être de colère, de frustration ou d'envie de blesser, insère cette petite pause, entraîne-toi à insérer cette petite pause silencieuse dans tous ces espaces au cours de la journée, dans tes interactions avec les autres, dans tes moments de créativité, quand tu travailles, quand tu voyages. Tu vas voir que tu vas pouvoir revenir à l'instant présent. Là, je te renvoie à mon épisode sur l'instant présent, mais ça te permet d'être dans l'instant présent et de sonder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur pour jauger si, ok, est-ce que c'est un espace à partir duquel j'ai envie d'incarner, d'agir dans le monde parce que ça va me créer du karma pour moi et simplement pour moi. Alors si je pars d'un espace qui est neutre, qui est aimant, qui est compassionné, qui est paisible, qui est silencieux, eh bien le karma qui va être émis dans le monde, la cause qui va être créée va avoir un effet positif sur nous et sur les autres.
Donc cet espace, cette pause de silence nous invite vraiment à être à l'écoute et à mieux entendre. Et j'ai aussi véhiculé ce message quand je forme mes praticiens au Reiki dans leur posture juste de praticien et d'accompagnant. C'est de favoriser le silence parce que de cet espace-là, les personnes qui sont avec nous peuvent aussi se révéler, peuvent aussi trouver l'espace, l'accueil. On se sent aussi peut-être aimé quand la personne qui nous accompagne reste plutôt peut-être en silence, plutôt que de nous juger, de nous dire quoi faire ou d'émettre un avis ou une opinion. Donc je pense que voilà, dans nos interactions avec les autres aussi, c'est une posture, le silence, qui nous permet d'être bien souvent dans la justesse. Et le silence, il est accessible là, ici et maintenant. Tu peux, après cette écoute, vraiment tout poser, tout éteindre et prendre 5 minutes en silence, jeûne de la parole. Couper le bruit, les distractions, les sons autour de toi et simplement te poser là et aller à ta propre rencontre. Et clôturer par cette citation hyper connue qui dit « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Je te souhaite d'aller trouver ce trésor à l'intérieur de toi, autour de toi, l'inviter dans ta vie, l'expérimenter, le vivre pour toi et voir ce que ça te fait. Belle odyssée à toi.